Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 25 mars. Est-ce qu'on est bien le 25 mars? Oui, j'en perds mon latin. Nous sommes le mercredi 25 mars 2020. Nous sommes toujours confinés. Je suis toujours dans mon salon. Et Mathieu, mon cher collègue, bonjour. Tu es toujours dans ta cuisine? Oui, toujours dans ma cuisine. Qu'est-ce que tu veux parler de quoi aujourd'hui, Mathieu? Ça a l'air de beaucoup te faire rire. Oui, ça me fait beaucoup rire. Non, bonjour Valentine. Aujourd'hui, dans la deuxième partie d'Air Libre, je vous propose une échappée belle. On va essayer de prendre un peu de temps. On va parler de nos corps. On va parler du désir et d'amour au temps du virus avec un somptueux documentaire sonore de Khadija Zero Ali. Et je vous demande de l'écouter. Il est magnifique et il est très émouvant. Et puis on parlera à la fin de l'émission de ces couples qui craignent de ne pas pouvoir partager ensemble un accouchement dans les prochaines semaines, un événement important évidemment pour beaucoup de gens, parce que plusieurs hôpitaux sont en train de restreindre, voire d'interdire l'accès des maternités au papa. Alors, on va en parler tout à l'heure. Merci Mathieu, à tout à l'heure. On sera évidemment là pour écouter tout ça. Au programme de la première partie, la chloroquine est-elle un remède contre le coronavirus? On verra comment on peut y répondre avec notre invité, un infectiologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et puis on fera un détour par l'Inde où le Premier ministre Narendra Modi a décidé le confinement total de toute la population pour 21 jours. Ça représente 1,3 milliard d'Indiens. On en parle avec notre correspondante Laure Sigel. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire, alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, vos coups de gueule, et covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 6, c'est parti. Pour parler de la vague qui vient en Île-de-France et de la chloroquine, j'accueille un soignant en première ligne, Alexandre Bleptreux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, on va essayer de faire de la pédagogie et d'être précis sur la chloroquine. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, parce que c'est pas moi la spécialiste ici. À ce jour, il n'y a pas encore de vaccin contre le coronavirus. Il n'y a pas non plus de traitement, mais il y a une molécule qui est donc au cœur de nombreux espoirs et inquiétudes. C'est la chloroquine. Je vous renvoie d'ailleurs, chers internautes, à l'article de ma consoeur Ougiata Sall publié dans Mediapart. La chloroquine, c'est un antipaludéen à la base, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Et c'est en France le professeur Raoult à Marseille qui, le premier, a affirmé qu'il l'utilisait contre le coronavirus. Pourtant, alors ouais, allez-y. Pour être précis, il utilise l'hydroxychloroquine, qui est un dérivé de la chloroquine. Voilà, qui est une sorte de molécule cousine, si je puis dire, c'est ça? En quelque sorte. Voilà. Il y a plusieurs études en cours sur l'hydrochloroquine, mais à ce stade, pas de résultats qui prouvent de manière scientifique classique que c'est un traitement qui guérit du coronavirus. Jusque-là, j'ai tout bon. Alors, effectivement, il n'y a pas d'études cliniques qui montrent l'efficacité pour guérir l'infection par coronavirus. Par contre, l'étude réalisée par l'équipe de Marseille est une étude scientifique classique, mais avec certaines limites et certains biais dus à la rapidité de réalisation de l'étude, mais qui portait sur l'efficacité virologique et pas l'efficacité clinique. D'accord. Donc, il y a un biais méthodologique sur cette étude à Marseille, c'est ça? Parce que j'ai lu, par exemple, qu'un patient qui participait à l'essai, mais qui est décédé en réanimation, a été sorti de l'analyse et non pas considéré comme un échec du traitement. Alors, comme beaucoup d'études, voire comme quasi toutes les études, il y a des biais plus ou moins importants qui impactent de façon plus ou moins importante les conclusions tirées des auteurs à partir de leur travail. Vous, par exemple, vous êtes donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que dans votre hôpital, vous utilisez l'hydrochloroquine ou est-ce que vous la testez? Alors, on l'utilise, l'hydroxychloroquine, en traitement compassionnel, suite aux travaux de nos collègues marseillais et aux premières remontées de terrain qui nous sont parvenues, qui disaient qu'il y avait au moins une efficacité partielle sur la négativation des prélèvements virologiques. Nous avons débuté vers le 13 mars des traitements compassionnels dans un contexte où les essais cliniques internationaux ou français
randomisés en double aveugle, contrôlés, n'avaient pas démarré ou n'existaient même pas encore. Et dans un contexte où, en Île-de-France et dans notre service, qui est un des deux ESR, établissements de santé de référence, qui sommes sur le front du SARS-CoV-2 ou maladie Covid-19, depuis début janvier, nous avions de plus en plus de malades, avec y compris des malades qui s'aggravaient, partaient en réanimation, voire décédaient, sans traitement efficace, sans traitement quel qu'il soit. Aucun traitement à l'heure actuelle n'a fait sa preuve d'efficacité sur la guérison ou sur la survie des patients. Et on a dû, de façon pragmatique, se poser la question: que fait-on en attendant le début des essais cliniques encadrés? Nous avons plusieurs molécules qui sont testées. Certaines sont très chères et inaccessibles, car en peu de quantité. D'autres sont disponibles, mais associées à beaucoup d'effets secondaires et peu d'efficacité sur notre petite expérience de début d'épidémie. Et puis, il y avait l'hydroxychloroquine qui nous remontait comme ayant quelques résultats, qui étaient peu chers, avec peu d'effets secondaires si on les surveille bien, et disponible, pas en quantité astronomique, mais disponible tout de suite. Et donc, simplement en faisant la balance bénéfice-risque de toutes les options, et parce que ça nous devenait insupportable de ne rien faire et de voir 1 à 2 patients mourir par jour et 1 à 2 patients passer en réanimation par jour, nous avons décidé de façon pragmatique de débuter ce traitement à titre compassionnel, avec l'accord des patients, selon le protocole d'administration. Donc pas l'étude, mais la façon de donner le médicament, c'est-à-dire un comprimé de 200 mg 3 fois par jour, qui est la même que celle de l'essai marseillais. Nous n'avons pas associé l'azithromycine parce que nous n'avions pas de données pour nous dire qu'il fallait le faire. Alors, allons-y doucement parce que c'est beaucoup de termes techniques. En tout cas, moi, je ne suis vraiment pas spécialiste. Quand vous dites compassionnel, ça veut dire quoi? On l'administre de façon compassionnelle? Alors, l'administration compassionnelle, c'est utiliser un médicament ou une molécule en dehors de son autorisation de mise sur le marché, lorsqu'il n'y a pas d'autres traitements disponibles ayant fait preuve de leur efficacité et ayant l'autorisation de mise sur le marché pour une indication donnée, à partir de données de la littérature ou d'essais en cours dans notre pays testant cette molécule. Donc, comme cette molécule, elle est autorisée pour le traitement du palu, elle est donc autorisée à être sur le marché, mais pas pour le coronavirus. Mais comme elle est autorisée à être sur le marché, on peut l'utiliser pour le coronavirus. Vous dites on a été pragmatique, oui? Comme elle est disponible et pas chère, qu'il y avait une étude en cours sur cette molécule dans cette indication-là, on est en droit, en prenant nos responsabilités, de proposer ce traitement aux patients, qui est en droit d'accepter ou de refuser. Et par exemple, quand vous proposez ça aux patients, est-ce que vous leur faites signer une décharge ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de ce genre de choses? C'est une question. Non, on n'en est pas. Non, c'est une information. Si le patient refuse, eh bien, il a la suite de la prise en charge. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour le Covid-19, c'est rien, si ce n'est les soins de support, l'oxygène, la prise en charge en réanimation si ça aggrave, ou la prise en charge en hospitalisation. Et s'il accepte, on l'informe, on lui explique ce qu'est la molécule, les risques, le bénéfice, la durée de traitement, les éventuels effets secondaires, qu'on va surveiller des prises de sang et l'électrocardiogramme. Et après toute cette information, il est d'accord pour avoir ce traitement, on lui administre. Vous m'avez dit que vous aviez décidé d'utiliser cette molécule parce que vous étiez pragmatique et parce que vous voyez des patients arriver, les morts s'accumuler. Dans ce cas précis du traitement de cette épidémie du coronavirus, vous êtes finalement dans une situation où vous devez ajuster votre pratique, pas au jour le jour, mais quasi, en fait. Si, au jour le jour. Faut bien comprendre, quand on est face à une nouvelle maladie et un nouveau virus qu'on ne connaissait pas fin décembre 2019, qui est donc nouvelle, qui est arrivée et a commencé à vraiment être d'ampleur en France à partir de février. Et donc, on découvre tous les jours des signes cliniques qui sont évocateurs de la maladie, l'évolution de cette infection chez les patients. Donc, on découvre au jour le jour. Et effectivement,
le côté pragmatique, c'est de se dire, c'est bien beau les débats d'école, c'est bien beau les résultats pinaillés sur est-ce qu'on aurait dû faire comme ci, est-ce qu'on aurait dû faire comme ça. La réalité du 13 mars, lorsqu'on a commencé, c'est qu'il n'y avait aucun essai thérapeutique qui avait été ouvert en France. Donc, bien évidemment, maintenant que les essais thérapeutiques sont ouverts, nous allons prioritairement proposer aux patients de rentrer dans les essais thérapeutiques. Parce que comme ça, l'administration des médicaments est encadrée, les résultats seront analysés de façon indépendante et ça aura été fait de façon multicentrique. Évidemment qu'il faut le faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les patients qui seront hospitalisés ne pourront pas rentrer dans les essais thérapeutiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour les patients qui ne rentrent pas dans les essais thérapeutiques? On reste comme ça, on ne fait rien. À un moment donné, c'est aussi compliqué. Et donc, on est obligé, sans donner de faux espoirs. Moi, je suis absolument persuadé d'une chose, c'est qu'en médecine, il n'y a absolument aucune molécule qui est magique. Il n'y a rien qui soigne 100% des patients. Et ce qu'on attend de l'hydroxychloroquine, c'est pas que ça guérisse 100% des malades, c'est pas que l'épidémie s'arrête grâce à cette molécule, quand bien même elle serait associée à autre chose. Moi, mon seul espoir, c'est que cette molécule, donnée à des patients qui nécessitent une hospitalisation, mais qui ne sont pas encore assez graves pour aller en réanimation, le donner, même si chez 10 à 20% des patients, ça permet de passer le cap et d'éviter un transfert en réanimation, et ben c'est autant de ressources en soins gagnés, autant de places qui seront disponibles pour des patients, soit qui ne répondront pas, soit qui seront trop graves et qui vont directement en réanimation. Et à l'heure actuelle, en tout cas sur Paris, en tout cas dans le sud de Paris, le problème majeur, et c'est ça qui va être critique et qui va gréver la mortalité et l'intensité et le nombre de morts de cette épidémie. C'est les places de réanimation. Donc, il faut savoir quel objectif on se fixe. Alors justement, les places de réanimation, on en parle tout de suite, puisqu'on entend beaucoup, on prédit, on prévoit une vague en Île-de-France. Elle vous paraît inéluctable aujourd'hui, cette vague en Île-de-France? Mais c'est même pas moi ou qui que ce soit d'autre. Je veux dire, oui, elle est inéluctable. Il n'y a aucune raison que la France et toutes les régions de France ne suivent pas les mêmes courbes épidémiques que l'Italie. Est-ce que le confinement ne peut pas faire changer la courbe? Est-ce que le confinement ne peut pas aider? Mais entre le moment où on prend la décision de confinement et le moment où éventuellement la courbe épidémique va se casser, il faut au moins 3 semaines. Or, on sait que cette maladie, l'incubation est en moyenne 5 jours, mais peut aller jusqu'à 14 jours. Et qu'entre le moment où on est infecté et le moment où on a les premiers symptômes, donc c'est entre 5 et 14 jours, et ensuite il y a plusieurs phases dans cette maladie. Il y a une première phase qu'on va appeler virologique, même si c'est probablement pas correct au niveau purement scientifique, hein, mais il y a une première phase du premier jour où vous avez des symptômes au 7e jour qui est plutôt virologique, où là, effectivement, les médicaments antiviraux auraient le plus d'intérêt à être donnés. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle plus immunologique, encore une fois, qui apparaît chez les jeunes aux alentours du 7e, 8e jour. Et chez les personnes de plus de 75 ans, on a l'impression que c'est un peu plus décalé vers le 10e, 15e jour. Et c'est à ce moment-là que les tableaux pulmonaires les plus graves apparaissent et peuvent apparaître brutalement en 12 à 24 heures. Et donc, entre le moment où vous décidez le confinement et le moment où vous avez la fin des infectés et dépasser le cap de ce moment critique de J7, J10, eh ben, il faut 14 plus 7 ou 10, donc au moins 3 semaines. Au moins 3 semaines. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent vraiment entre le moment où on a pris la décision du confinement et 3 semaines après. Alors, justement, le Conseil scientifique a rendu hier un avis, c'est un avis consultatif, et il préconise un confinement de 6 semaines au moins, soit 4 semaines de plus que ce qui a été annoncé au début. Et il dit pourquoi, ce Conseil scientifique, je vous lis la phrase qui m'a interpellée.
le confinement est actuellement la seule stratégie réellement opérationnelle, l'alternative d'une politique de dépistage à grande échelle et d'isolement des personnes détectées n'étant pas pour l'instant réalisable à l'échelle nationale. Pas de dépistage possible à l'échelle nationale dans un pays comme la France. Ça vous inspire quoi? Je pense que l'avis parle de lui-même, c'est-à-dire que c'est un aveu d'échec de la mise en place de toute autre stratégie que de confiner les Français pendant 6 semaines jusqu'à ce que l'État français et le système sanitaire français soient en capacité d'aider les patients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on aura levé le confinement, il n'y a absolument aucune raison, si on n'est pas en capacité de dépister les gens et de les isoler rapidement, que l'épidémie ne reparte pas. D'accord. Donc, en fait, vous êtes assez, je dirais pas pessimiste, mais vous dites même au bout de 6 semaines, rien n'assure que l'épidémie ne pourra pas repartir sur une vague de plus. On n'est pas en capacité à ce moment-là de charger les moindres nouveaux symptômes et d'isoler rapidement les gens qui auront ces symptômes et de faire des enquêtes rapides, ce qu'on appelle en anglais contact tracing, c'est-à-dire de retrouver tous les contacts et eux-mêmes les tester et eux-mêmes éventuellement les isoler. Si on n'est pas capable de faire ça, il n'y a pas de raison que la même erreur ne reproduise pas les mêmes effets. Mais du coup, c'est très inquiétant ce que vous nous dites là. Non, c'est pas inquiétant, c'est juste une réalité. On peut avoir un avis divergent du mien. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un grand ponte, j'ai pas des milliers de publications, mais regardons les faits. Les pays où l'épidémie s'est arrêtée, c'est Corée du Sud, Chine, mais bon, mettons la Chine à part, Corée du Sud, Singapour. Qu'est-ce qui est fait en Corée du Sud et à Singapour? C'est dépistage massif de la population, isolement aux moindres symptômes et traçage des contacts. Voilà. On a voulu nous expliquer que c'était la température qui faisait la différence là-bas. C'est pas ça. La seule différence, c'est le respect des mesures barrières, le port de masque par les citoyens et le traçage des cas. Voilà. Effectivement, ce n'est pas du tout la stratégie qui est en cours en France. Je voudrais qu'on revienne sur… Ouais. Excusez-moi. En même temps, ça ne veut pas dire que le confinement n'a pas de sens ou n'a pas d'intérêt. Le confinement… Bien sûr. Votre propos est très clair. Le confinement est indispensable, surtout en l'absence d'autres stratégies. Voilà, le confinement a pour objectif de baisser au maximum le pic épidémique pour permettre que le système de santé soit en mesure d'absorber la vague de cas. Et là, c'est absolument une critique envers personne. Il n'y a aucun système de santé au monde qui est en capacité d'absorber une catastrophe naturelle en permanence, sans s'organiser, sans se préparer. Et donc, le système de santé français, comme le système de santé de tous les autres pays, aucun n'est dimensionné au quotidien pour faire face à une catastrophe naturelle. Alors, ce matin sur France Info, Martin Hirsch, qui dirige la PHP, a dit qu'il fallait réquisitionner toute personne en capacité d'apporter des soins. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, dit qu'il n'y en a pas besoin pour l'instant, car le système n'est pas à saturation. Qui a raison ? Écoutez, Martin Hirsch est plus proche du terrain que Sibeth Ndiaye. Même s'il n'est pas médecin ou soignant au contact, il a quand même des remontées de terrain quotidiennes. C'est des messages que nous, au niveau terrain, on fait remonter depuis pas mal de temps. Rappelons-nous la visite présidentielle et l'interpellation par le docteur Salachas. Rappelons-nous le passage à LCI du professeur Côme où le ministre et d'autres disaient qu'il était pessimiste et que on n'arriverait pas au confinement et que c'était pas bien de faire peur aux Français. 24 heures après, le confinement a été prononcé. Honnêtement, que Madame Ndiaye vienne passer 24 heures dans notre service ou dans notre hôpital, elle verra s'il n'y a pas besoin de renfort. Le message est passé justement sans faire de la politique, hein, c'est pas ce que je vous demande, mais vous êtes, enfin justement, je veux vous prémunir de ça, mais je voudrais que vous me disiez si vous,
soignants qui êtes sur le terrain, qui respectez les ordres qu'on vous donne, qui faites au mieux et qui donnez tout votre temps, si vous comprenez, parce que moi personnellement je ne comprends pas, si vous comprenez la communication gouvernementale, si vous comprenez ce que nous disent les ministres jour après jour, est-ce que pour vous c'est cohérent et est-ce que ça vous rassure? J'ai pas à le comprendre ou pas le comprendre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça fait depuis plus d'un an que les hôpitaux sont en grève et en lutte, qu'il y a le comité interurgence, qu'il y a le comité interhospitalier, qu'on nous a expliqué qu'on était trop débiles pour comprendre que les mesures qui avaient été prises étaient les bonnes et qu'elles sauveraient, qu'on était trop débiles pour comprendre que quand on annonçait 1,5 milliard, en fait, c'était bien 1,5 milliard et pas 200 millions par an cumulés sur 3 ans, qu'on était pas assez intelligent pour faire confiance aux gens, qu'on parlait de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, si vous voulez, la crise des hôpitaux, les manques de moyens, les manques de personnel, la destruction du service public, la fermeture de 15 000 lits en 10 ans, les pénuries, ce n'est pas des choses nouvelles. Et ça n'a rien à voir avec la catastrophe naturelle qu'est l'épidémie de SARS-CoV-2. Et ça ne remet pas en cause tous les efforts du gouvernement pour essayer d'y répondre. C'est deux choses différentes. Mais faire croire que l'hôpital public est pléthorique et peut faire face tout seul, c'est un mensonge. De même que faire croire que les applaudissements ou le respect du confinement suffiront aux personnels qui sont en première ligne et qui, je ne parle pas pour moi, mais pour toutes mes aides-soignants, enfin tous les aides-soignants, tous les infirmières, toutes les secrétaires, tous les vices techniques, les brancardiers, les ambulanciers, les personnels administratifs, les manipulateurs radio, les électriciens, tous les administratifs, tous ces gens qui font le service public. Pensez qu'ils se contenteront simplement, après des mois d'appels à l'aide, de remerciements, d'applaudissements aux fenêtres à 20h et de respect de confinement, comme le suggère M. Darmanin, c'est ne pas vouloir voir et ne pas répondre en sincérité, comme disait notre ministre de la Santé, aux besoins du peuple hospitalier. Eh bien, au moins, c'est clair. Et justement, sur les besoins des soignants, je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Martin Hirsch ce matin aussi, c'était sur France Info. On a aujourd'hui des soignants qui font des efforts qu'on peut qualifier simplement de surhumains. Il faut qu'on ait les assurances qu'ils auront la reconnaissance. Je ne sais pas si c'est des primes, je ne sais pas. Mais il faut qu'on leur dise aujourd'hui à la fois merci, à la fois solidarité nationale et à la fois que eux ne mégotent pas les efforts, il ne faut pas mégoter avec eux. Martin Hirsch dit qu'il ne faut pas mégoter avec les soignants. On a l'impression qu'il n'a jamais aussi bien plaidé la cause des soignants. On ne l'a pas entendu être aussi radical justement pendant tout le mouvement pour sauver l'hôpital public. Mon défunt papa avait un jeu de mots que j'aimais beaucoup, vieux mostard que j'aimais. C'est tout ce que vous me direz ou vous irez un peu plus loin? Non, je sais tout ce que je vous dirai. Bon, et ben peut-être que Martin Hirsch lui aussi vous entendra. Merci beaucoup Alexandre Bleptreux d'avoir été dans À l'air libre avec nous. On vous souhaite bon courage. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital public de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bon courage et à bientôt. Merci. Prenez soin de vous et survivez au confinement. On y survivra sans aucun doute. On respecte, on reste chez nous et prenez soin de vous, vous aussi. Partons à présent pour l'Inde avec notre correspondante en Asie, Laure Sigel. Bonjour Laure. Tu es basée à Bangkok en Thaïlande, tu écris dans Mediapart sur l'Inde où tu vas régulièrement en reportage. Aujourd'hui, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé un confinement général de toute la population, soit 1,3 milliard d'Indiens pour 21 jours. Concrètement, que prévoit ce confinement ? Dans son discours à la télévision hier soir, le Premier ministre a été très clair. À partir de minuit, le mardi 24 mars, il ne veut plus voir personne s'aventurer hors de sa maison. Seuls les hôpitaux et institutions sanitaires restent ouvertes et un déblocage de 1,85 milliard d'euros a également été annoncé pour renforcer un système de santé très fragile.
Donc tout le pays est désormais à l'arrêt, mais il n'est plus possible d'entrer, de sortir ou de voyager en interne en Inde. Depuis le début de l'épidémie, est-ce qu'il y avait déjà eu des restrictions et est-ce qu'elles étaient respectées? Alors, les premiers cas sont apparus en Inde le 30 janvier, donc par le retour de 3 étudiants en médecine dans la province du One qui sont rentrés chez eux dans l'état du Kerala, au sud de l'Inde. Donc, quand ils ont été diagnostiqués et testés positifs, l'État a pris des mesures drastiques d'isolation de centaines de personnes avec qui ils ont pu être en contact et l'épidémie a paru maîtrisée pendant un moment. Mais début mars, les cas ont commencé à se multiplier dans toutes les provinces du pays. Et à ce moment-là, l'Inde a commencé à prendre des mesures progressives à la fois au niveau national et régional. Donc le 13 mars, tous les visas touristes ont été annulés. Les étrangers de passage dans le pays priés de retourner chez eux. En plus de ça, certains États plus touchés que d'autres ont décidé de prendre des mesures supplémentaires. Fermeture de la plupart des commerces, des services non essentiels, de vols domestiques, d'usines, d'écoles. Donc Delhi a fermé ses écoles le 19 mars. Tous les examens ont été reportés. Et désormais, le gouvernement a annoncé que toutes les écoles et universités seront fermées jusqu'à ce que l'épidémie soit maîtrisée. Dimanche dernier, le 22 mars, il y a eu une journée de couvre-feu instaurée de 7h du matin à 9h du soir. Et en même temps, le gouvernement a annoncé l'arrêt de tous les trains de passagers et de tous les moyens de transport public entre États jusqu'au 31 mars. Depuis la semaine dernière, il faut savoir qu'il y avait 80 districts à travers le pays qui ont déjà été mis en confinement total. Et simplement, hier, après avoir réuni le Conseil de professionnels de santé nationale, le Premier ministre a décidé d'étendre ces mesures à tout le pays et pas simplement aux 80 districts les plus touchés, avec l'argument que ce verrouillage dur est le seul moyen de ralentir la transmission en Inde, qui est un des pays les plus densément peuplés au monde. Donc c'est pour accompagner et répondre à la multiplication des cas sur tout le territoire national que cette mesure radicale a été imposée. Confiner le deuxième pays le plus peuplé au monde, qui plus est un pays avec beaucoup de pauvreté, ça paraît impossible ou en tout cas très compliqué. Comme dans le reste du monde, cette mesure a été vécue comme un choc, évidemment, mais c'est particulièrement difficile à mettre en Inde pour plusieurs raisons. Donc le Premier ministre insiste dans tous ses récents discours sur la notion de distance sociale, d'isolation, mais les foyers indiens comptent en moyenne 4 à 5 personnes sur plusieurs générations dans la même maison. Selon le niveau de pauvreté, ça peut être beaucoup de monde dans un très petit espace confiné. C'est un pays où tout le monde est constamment en mouvement et quand il a annoncé ça à la télé hier soir, ça s'est transformé en crise existentielle pour des millions de personnes. Ceux qui n'ont pas de logement dur, ceux qui n'ont pas d'accès à l'eau courante, les étudiants expulsés du jour au lendemain de leur campus et des migrants qui travaillent à des centaines ou des milliers de kilomètres de leur village natal et qui ont perdu leur activité dans la ville. Donc les travailleurs du secteur informel, c'est-à-dire 90% de la population indienne environ, et qui ne bénéficient d'aucune protection, et un certain nombre d'entre eux sont payés au jour le jour. Donc ils témoignent maintenant en disant qu'ils n'ont plus qu'1 à 2 jours de nourriture devant eux, et ils ont peur de mourir de faim avant de mourir du coronavirus. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que le gouvernement absolument mette en place un programme d'alimentation pour toutes ces personnes vulnérables qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus sortir, qui ne peuvent plus se déplacer, parce qu'on a eu un énorme mouvement de population dans les derniers jours, de travailleurs migrants qui travaillent parfois très loin de chez eux, qui ont voulu rentrer, donc dans des trains bondés. Une fois que les trains et les bus ont été annulés, il y a eu des regroupements de gens qui ne savaient pas quoi faire autour des gares, autour des stations de bus. Les plus vaillants se sont mis en route le long des autoroutes. On voit des files des kilomètres de files de gens à pied avec un baluchon sur le dos et un sac de riz qui essayent de rentrer dans leur village. Mais maintenant, avec le confinement, ces gens-là sont complètement bloqués, soit sur la route, soit tout seuls dans les villes. Et beaucoup craignent l'autorité policière parce qu'il y a eu des abus et des violences policières très extrêmes dans les derniers mois en Inde, notamment dans le cadre d'un mouvement contre des nouvelles lois de citoyenneté qui a été violemment réprimé. Il y a un mois, Delhi a été complètement dévasté par 4 jours de violence
par des bandes extrémistes hindous contre des quartiers musulmans, également dans le cadre de ces manifestations sur la citoyenneté. Donc depuis, l'ambiance est électrique, les policiers ont été pointés du doigt, et il y a eu déjà des exemples de violences policières à travers le pays, des policiers qui imposent le confinement par des pratiques brutales, en battant les gens, en les arrêtant, en les humiliant. Donc ces gens-là sont bloqués, et il faut absolument qu'il y ait des mesures qui soient mises en place très rapidement pour leur venir en aide. Le dernier problème logistique est que des millions de gens, toujours, n'ont pas de papier d'identification, qui peuvent prouver leur identité ou leur lieu de résidence. Donc c'est logistiquement très compliqué de toucher tout le monde. Donc l'Inde est face à ce défi de nourrir, de soigner, de prendre soin d'une population très vulnérable. Et si c'est pas organisé d'urgence pour toutes les personnes dans le besoin, quel que soit leur statut de citoyenneté, des centaines de milliers d'entre eux pourraient être vulnérables au trafic humain et à l'exploitation pour simplement pouvoir se nourrir. Donc nous avons un contexte social, économique, politique très tendu, et c'est le plus grand défi du gouvernement Modi d'y répondre de façon humaine et égale pour tous ses citoyens. Pourquoi est-ce que Narendra Modi annonce ça maintenant? Alors à l'heure où je vous parle, il y a plus de 600 cas positifs identifiés en Inde, et 12 morts ont été annoncés par le gouvernement. Donc pour le moment, les zones rouges au cœur de l'épidémie, c'est la côte ouest, donc l'État du Maharashtra, qui contient Mumbai, la capitale économique et le pôle international du pays, et un petit peu plus au sud, le Kerala, où traditionnellement beaucoup de gens vont travailler à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, et c'est aussi un des endroits les plus touristiques du pays. Donc ces deux États, les cas ont vraiment augmenté dans les dernières semaines, et cette augmentation est notamment due au retour de la diaspora indienne. Donc les journaux estiment qu'1,5 million de personnes, de la diaspora indienne sont rentrés au pays dans les derniers jours ou semaines, et ils n'ont pas été soumis systématiquement à des tests ou même de la prise de température à l'aéroport, ce qui est fait en Asie dans la plupart des aéroports depuis un moment. En Inde, ça a mis très longtemps à se mettre en place et à se mettre en place sur le territoire national. Et donc, la plupart des cas en Inde sont maintenant des cas importés par des touristes, des étrangers de passage ou la diaspora indienne. Merci Laure Sigel, je rappelle que tu es notre correspondante en Inde et dans le reste de l'Asie. Mathieu, c'est à toi dans un instant, après cet hommage à Manu Dibango dont on a appris hier le décès des suites du coronavirus, hommage musical que nous offre le saxophoniste belge Fabrizio Cassol. Voilà, petit hommage pour Manu Dibango qui vient de nous quitter. Un grand saxophoniste visionnaire qui aura survécu pratiquement à tout sauf au Covid-19. Alors, prenez soin de vous.
aujourd'hui, dans cette deuxième partie d'Air Libre, on va prendre un peu le temps pour nous faire une pause et parler de notre intimité, si je puis dire, pendant ce virus, de ce que devient en fait le désir, l'amour dans cette période étrange, ce moment bizarre où les corps à corps sont presque devenus suspects, hein, même nos baisers sont suspects, ils transmettent les fameuses gouttelettes de ce virus dangereux qui nous obsède en ce moment. Certains couples sont confinés ensemble, parfois avec les enfants ou les ados toute la journée à la maison, ce qui rend pas les choses simples. D'autres amants sont séparés, les amants officiels et puis les amants officieux. Et on va en parler aujourd'hui avec notre première invitée qui est Khadija Zerouali. Bonjour. Bonjour Mathieu. Khadija, tu es journaliste à Mediapart et il y a plus d'une semaine, tu as commencé à t'intéresser à ça, à ce que d'abord la distanciation sociale, comme on dit, puis le confinement désormais a brutalement changé dans nos amours et dans nos désirs. Oui, c'est ça Mathieu. J'ai voulu parler d'amour un petit peu dans ces temps compliqués. Alors il y a les chanceux qui sont confinés et il y a les autres qui travaillent, dont on en a parlé hier, qui ont peur de ramener le virus à la maison où se trouve parfois l'amoureuse ou l'amoureux. Alors voilà, moi j'ai fait parler des célibataires, les endurcis, les accros aux applications de rencontres, ceux qui ont déjà recontacté leur ex, ceux qui vont le faire demain ou après-demain, les vieux couples, ceux qui viennent de se rencontrer, enfin bref, les amoureux de toutes sortes. Et voilà, j'espère que ça vous fera un peu de bien d'entendre déjà le plus beau des couples, c'est-à-dire mes parents, mais aussi l'artiste Kibé, mon ami Habib, Ferdaous, Yanis, Babacar, Kaen, Claire et tous les autres. On va donc écouter dans un instant ton documentaire. C'est un documentaire sonore. Il dure une vingtaine de minutes. Donc, si ça vous est possible, prenez le temps de l'écouter, détendez-vous. On va créer un espace un peu particulier pour l'écouter. Moi, ce documentaire m'a beaucoup ému et on se retrouvera après avec d'autres témoins. Miguel Chema, qui est avec nous aujourd'hui, confiné sans son amoureux. Bonjour Miguel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et avec un couple, Quentin Ravelli et Naomi Toth. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Avec vous, on abordera un autre sujet qui concerne certains couples en ce moment. Comment partager ce moment si spécial qui est l'accouchement, alors que certaines maternités sont en train d'interdire visiblement l'accès au papa. Mais d'abord donc, on écoute ton documentaire, Khadija, intitulé « Aux âmes seules ». Bonjour, je m'appelle Charline, j'ai 23 ans. Je suis au 4e jour de confinement. Je ne suis pas vraiment en couple, mais je fréquente quelqu'un. Donc du coup, on fait le confinement à distance. Donc je m'appelle Catherine, j'ai 50 ans. Je suis secrétaire standardiste. Et la vie en confinement actuellement, ça a commencé qu'hier midi. C'est plutôt pas mal. Nous faisons beaucoup de choses ensemble, pardon. J'ai envie de vous dire heureusement qu'on s'est vu la veille du confinement, parce que sinon, ça aurait été vraiment interminable. Donc voilà, on cuisine ensemble, on fait le ménage ensemble. Donc pour passer le temps, on va dire que moi je me prends en photo, je lui envoie. Parce que je suis chez WAM, je suis coincé, du coup je fais ma muscu comme un tolard, ça paye. Après, je me dis, quitte à rentabiliser, je vais peut-être ouvrir un OnlyFans en fait, vu que je suis chez WAM toute la journée. Mais bon, pour le moment, c'est surtout je dors chata dans mon salon et il n'y a personne qui en profite, quoi. J'ai pris des jolies nudes, remarque. En plus, il y a le soleil qui revient, là, j'ai de la lumière naturelle et tout. Et de là, on part sur une petite discussion assez érotique, je dirais. Bon, clairement, on s'envoie des sextos, quoi. Et ça fait monter la température, mais bon, personnellement, c'est pas suffisant, quoi. J'espère que ça va vite se terminer. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, ça changera. Peut-être dans un mois. Alors, Tinder pendant le confinement, c'est un peu chelou. Mais ouais, j'ai pas ouvert Grindr depuis que ça a commencé cette histoire, parce que je sais que les mecs, ils vont être trop chiens. Tu sais pertinemment que tu vas pas les voir pour au minimum 15 jours, si ce n'est plus, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est une perte de temps, quoi. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans.
Ma vie sentimentale pendant la période de confinement, elle change pas vraiment de d'habitude. Je suis pas en couple, donc je me considère chanceuse parce que ça m'aurait saoulé d'être confinée je ne sais combien de temps loin de ma moitié. Mais je suis sur Tinder et sur Fruits et je trouve que depuis que ça a commencé, les gens répondent beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins présents qu'avant. C'est-à-dire que, bon, oui, je suis sur Appen. Alors j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure application en période de confinement parce que je risque pas de croiser grand monde. Moi, ça m'aurait arrangé cette période de confinement parce que j'aime pas rencontrer les gens direct au bout de 2 jours de discussion, tu vois, contrairement à la plupart. Voilà, peut-être les voisins, hein, peut-être les voisins. Mais Après, ça reste flatteur, hein, mais ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est des discussions qui mènent à rien. Enfin, mais voilà, je matche pas beaucoup, je ne swipe pas beaucoup vers la droite. Donc du coup, ça donne pas grand-chose, quoi. Je dirais pas que j'ai raté mon confinement, parce que ça vient de commencer. Donc ça, c'est une étape qui va sûrement arriver dans 3 jours, tu vois. Et je dirais que j'ai mal géré mon début de confinement. Tout ça, c'est une question de timing, hein, au final. Hein. Parce que moi, ce week-end, j'ai dormi chez ma meuf, parce que mon pote était avec sa meuf, chez moi. Donc moi, grand prince, tu vois, je laisse l'appart, t'as capté. Puis je suis revenu lundi. Et lundi, j'ai vu que sa meuf était toujours là, tu vois. Et quand Macron a parlé, j'ai vu que elle serait encore là pendant un certain temps, tu vois. Et moi, pendant ce temps-là, ma copine, elle est partie chez son père. Pourquoi est-ce qu'on s'est confinés ensemble, Marceau? On s'est confinés ensemble parce que elle me manquait, on était loin l'un de l'autre, donc il fallait qu'on se rejoigne et qu'on profite ensemble de se confiner et rattraper le temps perdu. Comment ça, le temps perdu? Tout le temps qu'on n'était pas ensemble, t'étais loin de moi. Oh. Mais ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Et en vrai, c'est pas... En vrai, en temps normal, genre j'aurais pas eu de soucis avec ça, tu vois. Je l'aime bien, elle est très gentille et tout, tu vois. Mais là, je peux pas sortir. Je peux pas voir ma copine. C'est chaud, frère. Heureusement, j'ai un balcon. C'est l'amour à l'appart, aou, cha cha cha, et les yeux dans la webcam, aou, aou. Nous sommes les parents de Khadija. J'espère pour elle qu'elle trouvera un mari comme son père, honnête travailleur, qui aime ses enfants. Mais il râle quand même. Oh là 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 là. Il râle toute la journée. Actuellement, nous, on travaille, moi et ma femme. On n'est pas confinés, on est obligé d'aller travailler. Nous avons une petite entreprise de fraises. Et en ce moment, c'est la cueillette. Mais je ne vais pas vous dire que ce n'est pas la crise. Hein. C'est une petite entreprise qui a la crise. Donc, je suis confinée avec mon mari au jardin. Déjà, moi, quand je rentre à la maison, déjà, à la porte, je crie « Kéra, Khaira !» Si elle n'est pas là, je suis perdu. Bon, on est attaché par des chaînes à la maison et au travail. Voilà, ma chérie, tout ce que j'ai à te dire. Il veut dire par là qu'on est confiné à vie, ça veut dire qu'on est tout le temps ensemble. Voilà, à la maison, au travail. Ah si, et l'autre truc que je veux trop dire, c'est que le confinement, ce que ça change aussi, c'est que du coup, vu que on se fait quand même un peu chier, on va pas se mentir. Enfin, il faut toujours trouver des activités, même si moi je télétravaille encore un peu pour l'instant. Et donc, on se bat un peu pour les tâches ménagères.
Et ça change beaucoup de choses parce que on n'est pas en train de calculer à la minute qui a fait le plus de tâches ménagères ou voilà. Au contraire, on est hyper content de pouvoir faire la vaisselle, d'étendre le linge, etc. parce que ça nous prend 5 ou 10 minutes dans la journée. Donc ça, je trouve que ça change vachement la vie de couple et c'est super cool. Il y a aussi un autre truc, c'est que ma chambre, c'est la seule chambre où il y a la Wi-Fi, tu vois. Et eux, ils ont besoin de la Wi-Fi, tu vois. Donc, on partage pas que le même appart, on partage la même pièce aussi pendant toute la journée. Mais ça va, je commence à m'y faire. Je commence à rentrer dans leur délire et tout. Je pense que dans 3 jours, je vais leur faire des câlins, tu vois. Mais bon, je me dis que j'ai un balcon. Et le balcon, chez moi, c'est la seule pièce où on peut être que tout seul à l'intérieur. Donc c'est mon petit espace de célibat dans la journée. Je suis plutôt content. Bonjour, je m'appelle Kibé, je suis illustrateur spécialisé dans les dessins minimalistes faits avec une ligne continue. Quand je me suis retrouvé confiné, comme la plupart des gens, je me suis demandé ce qui allait se passer. Situation exceptionnelle, réaction un peu exceptionnelle. Et j'ai pensé immédiatement à ce qui allait nous manquer, à savoir le contact, parce que c'est ce qui me choquait le plus dans les consignes, effectivement, qu'on pouvait plus se toucher. Là, en plus, avec le confinement, il y a des gens qui vont être vraiment, vraiment séparés. Salut mes quarantinés sûrs, moi c'est KN. Perso, je suis en auto-isolation en Écosse. Je suis arrivé là-bas pour faire mes études d'ingé son. Je suis resté un peu plus longtemps. Au niveau du love en ce moment, c'est tendu de ouf. Parce que donc moi j'habite en Écosse là et mon Joe il habite aux États-Unis. Il est portoricain. Et en fait, j'ai ma mec en France le 22 avril, normalement. Ma mec, c'est pour ma mec Tommy. Ça veut dire ablation des seins. Parce que Kaen est un homme trans. Ça, c'est pour les gens du fond qui suivent pas trop. Et mon Joe, il devait venir. On devait passer une semaine en France et Belgique avant l'OP. Comme ça, il serait là pour moi quand il y avait mon OP. Et après, on se calait tranquille. On avait prévu un petit hôtel au bord de la mer et tout. Et ouais, là, du coup, c'est galère parce que il faisait tout chemin pour être là pour WAM et la frontière fermée, avion annulé. Donc, je suis en train de voir pour le faire transiter par la Belgique. Mais pareil, en Belgique, on sait pas comment ça va se passer. Et puis, j'ai pas envie de l'amener dans une France qui est une dictature martiale, t'as vu. Moi, c'est mon gars et j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de lui montrer. Bon, je suis pas fan de la France non plus, mais j'ai envie de l'amener au Chémar. Ils ont pas de Chémar aux États-Unis, ils ont que des marchés, genre des trucs de luxe. Donc, je me suis dit que le peu que je pouvais faire, moi, avec mes moyens d'expression, donc qui sont le dessin, c'est de continuer à tisser, à essayer de fabriquer des liens. Je vais l'amener sur la petite ceinture à Paname. Ouais, je sais pas. Des liens qui iraient des uns aux autres. Et comme mon travail est déjà énormément marqué par l'humain et les visages et les baisers, je me suis dit que ça pourrait pas faire de mal si je dessinais un baiser par jour
à destination de tous ceux qui voudraient bien le recevoir. Et en plus de ça, on n'est même pas sûr que mon opération elle soit maintenue. Et en plus de ça, on est confinés séparément, quoi. On sait pas quand on va se revoir la prochaine fois. Et puis, ici c'est chelou parce qu'en Angleterre, les gens ils sont pas très ambiance famille. Et du coup, loin de mes potes, genre OG, et sans mon mec, je me dis, vas-y, si je tombe malade, en fait, je vais être tout seul. Et c'est chaud. J'aime pas être malade tout seul. Un baiser par jour à destination de tous ceux qui voudraient bien le recevoir, tous ceux qu'on aurait besoin, tous ceux qu'on rêverait, tous ceux qui seraient obligés de le fantasmer plutôt que de le vivre. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un trait sur du papier, mais je pense que l'important c'est pas le trait, c'est pas mon dessin, l'important c'est ce qui peut déclencher dans l'imaginaire des gens qui vont décider de se le réapproprier et qui vont l'enrichir et qui vont s'en nourrir. Voilà, c'est mon geste de résistance aux événements et ma façon à moi de, en toute modestie, Et je sais pas pourquoi à la fin du monde ça m'a donné envie de flirter. Je crois que j'ai moins d'anxiété sociale en fait. Parce que de voir comment tous les gens ils s'organisent ensemble, puis de voir qu'en fait les attentes de la vie de tous les jours maintenant c'est genre essayer de pas mourir. Et du coup c'est vachement plus chill au niveau des interactions sociales je trouve. Et j'ai envie d'une apocalypse, mais pas leur apocalypse leader price là. J'ai envie d'une apocalypse façon bandit en amoureux avec un bon partner in crime. Mais ça n'arrive pas. Voilà, il faut, on va dire que le défi, le challenge, c'est de maintenir un peu l'attraction, la séduction, malgré la monotonie et l'impact du confinement. Donc on peut pas sortir, on peut pas trop changer, mais voilà, on essaye toujours de... On s'occupe comme on peut, quoi. On fait du télétravail, on se fait des playlists partagées sur Spotify. Oui, mais il faut parler de trucs de couple, pas de travail. Bon, par exemple, aujourd'hui, on a fait la cuisine ensemble. J'ai mis un peu de farine sur sa joue. Voilà. On essaye. Non, mais il y a toujours des petits trucs à faire comme ça pour, voilà. Pour changer un peu, essayer de se changer les idées. Pour pas que ce soit trop dur. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'on voit qui porte la culotte quand on voit, parce qu'on va où? Chez moi ou chez toi? Et voilà, donc je suis chez elle. Voilà. Voilà. Je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le replay, mais jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Avant le confinement, j'étais célibataire depuis 4 mois. Sortant d'une relation sérieuse avec appartement, chien, j'ai pu redécouvrir le plaisir de séduire. Lors de ma dernière soirée dans un bar, le jeudi 12 mars, j'ai embrassé un garçon qui me plaisait vraiment. Le dimanche, juste avant l'annonce de Macron, je lui ai demandé de venir dormir chez moi. J'avais envie de profiter de sa chaleur, du plaisir d'avoir un corps contre le mien. Le lundi matin, j'ai senti cette tristesse me poignarder le thorax, cette sensation qui annonce une séparation. J'ai pleuré beaucoup. Pas vraiment parce que je devais lui dire au revoir et à bientôt, mais parce que j'avais conscience des semaines que j'allais passer seule.
confinement me fait idéaliser ce garçon. Et j'aimerais qu'il vienne me sauver, me sortir de ma solitude. J'ai beaucoup parlé de lui, mais en réalité, il y en a d'autres. Certains avec qui je joue à des jeux de séduction. Ils m'envoient des photos d'eux, de leur corps. Ils me désirent et me le disent. Ça me fait du bien. On essaye de subvenir à nos besoins, comme des animaux. Et puis il y a tous les souvenirs qui me reviennent. Mon ex, nos moments de joie à Paris. C'est vraiment bizarre. J'ai la sensation que le temps se cristallise, que rien n'avance. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de danser. De danser, de danser, de danser, de boire, de sentir la chaleur humaine, de vivre, de rire. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que j'ai jamais eu autant envie d'aimer. C'est giga rare que je crush sur quelqu'un. Et j'ai l'impression en ce moment où je ressens mes émotions vis-à-vis des gens plus intensément. Et je pense que c'est le fait d'être complètement coupé de contact social en fait. Disons que le fait d'être coupé de tout contact social, j'ai l'impression que ça remet les choses en perspective et ça fait plus apprécier. J'ai plus d'amour pour j'ai plus d'amour pour les gens maintenant. Après c'est peut-être ça fait peut-être juste baisser les standards parce que j'ai envie de rappeler mon ex aussi. Donc je suis mariée islamiquement, pas encore à la mairie, depuis le mois de décembre. Et en fait mon mari, et ça c'est super important pour que tu comprennes en fait la situation aujourd'hui là du confinement, est d'origine palestinienne et c'est un Gazaoui. Et donc il n'a pas de papier. Et depuis le mois d'août, il est sous OQTF. Ça fait 10 ans qu'il est en France sans papier, 10 ans en France sans papier, mais ça fait 14 ans qu'il a quitté Gaza. Donc si tu veux, il a un petit peu traîné dans toute l'Europe, hein, l'Allemagne, la Belgique. Il a fait plusieurs centres de rétention. Et dans certains pays, en plus, il n'y a même pas le centre de rétention, c'est la prison en fait. Même si tu n'as pas de papier, c'est la prison. Donc le confinement, il connaît et il en a marre. Alors il faut que je lui explique toutes les informations qu'on voit à la télé. T'as vu, il faut que je lui traduise en arabe tout ce qui se passe, le coronavirus, il n'en prend pas conscience. Aujourd'hui, chez nous, personne ne respecte le confinement. Tu vois, dans ma rue, dans mon quartier, tout le monde est dehors. Donc il n'arrive pas à comprendre que je lui dise qu'il ne faut pas sortir, que c'est super dangereux. Il me dit, ouais, t'es alarmiste en fait, t'abuses, il y a tout le monde dehors, même la police ne nous dit rien du tout. Et moi, j'ai pas à m'enfermer tout seul, à m'emprisonner tout seul, sachant que voilà, j'ai fait plusieurs épisodes d'enfermement entre les centres de rétention administratifs et les prisons dans certains pays. Il m'explique qu'à Gaza, malgré le blocus, les gens vivent quand même, donc il comprend pas pourquoi est-ce que lui, en Europe, il ne devrait pas vivre alors que c'est qu'un petit virus en fait pour lui. Donc c'est super compliqué. Et là, on est qu'au 2e jour. Donc tout à l'heure, il a fait ses valises et tout pour se tirer. En fin de compte, il est revenu là, il y a 3 minutes. Et je me dis qu'il va falloir tenir minimum 2 semaines comme ça. Et je suis pas dans la merde. Je m'appelle Babacar, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiant en communication. Donc c'est vrai que depuis la prise des mesures par le gouvernement concernant le coronavirus et donc l'annonce du confinement, je suis bloqué chez moi comme tous avec ma copine. Donc on est tous les deux en télétravail. On a chacun un petit espace. C'est vrai que chez moi c'est une pièce donc c'est assez petit.
La seule chose qui est compliquée, du coup, c'est quand on doit passer des appels téléphoniques avec nos collègues respectifs. En fait, très vite, on a du mal à s'entendre et à communiquer, du coup, avec nos collègues. C'est agréable parce qu'on peut prendre du coup des petits moments de pause ensemble. Et c'est vrai que ça, du coup, on pouvait pas le faire avant. Mais ce serait peut-être intéressant de nous reposer la question à la fin du confinement, voir si les choses se passent toujours aussi bien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. On se débrouille comme on peut. Donc, je m'appelle Samuel. Je suis actuellement étudiant en reconversion professionnelle pour devenir maraîcher, donc dans le milieu agricole. Et donc, avec les annonces récentes, je suis maintenant confiné avec ma copine qui est elle aussi étudiante mais en année de césure et donc elle travaillait jusqu'à présent dans un hôtel en Allemagne qui a fermé ses portes. Moi c'est vrai que je suis rentrée un peu d'Allemagne en catastrophe et quand ils ont annoncé qu'ils allaient fermer la frontière, j'ai pris la décision en 2 heures de rentrer en France. C'est vrai que comme on était dans une relation à distance, en fait, ça nous est arrivé d'être ensemble au même endroit à faire des trucs un peu nuls de la vie, genre regarder la télé ou lire côte à côte, voilà. Et puis ensuite, voilà, le fait de se retrouver pour une durée indéterminée ensemble nous permet de pas mal discuter, de prendre notre temps. Et puis, ça permet d'étudier la gestion du conflit qui pour l'instant n'a pas lieu. Voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. C'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Merci Redidja donc, pour ce magnifique documentaire. Tu l'as tourné, je crois, ce week-end. Est-ce que tu as des nouvelles des personnes dont on vient d'entendre les récits? Oui, alors sur le front de l'amour, quelques nouvelles. Alors, Joy a eu la surprise d'apprendre que finalement l'un de ses matchs sur une application de rencontre était un homme marié. Bon, voilà. Emma et Samuel coulent toujours des jours heureux à Pornichet. Mon père adore toujours ma mère, ça change pas. Et Caen va bien, mais il est bloqué au Royaume-Uni, dont le Premier ministre Boris Johnson a ordonné le confinement à l'échelle nationale ce lundi 23 mars. Alors voilà, il se prépare à voir sa mammectomie et du coup son voyage avec son amoureux repoussé. Et j'avais envie de vous lire une partie d'un message qu'il m'a envoyé ce matin. Il me dit « J'essaye de penser à des solutions alternatives pour avoir accès et donner de l'amour à ma communauté, mais j'ai peu de possibilités. Alors bon, je me concentre à me donner du love à moi-même. » Voilà, je trouvais que c'était pas mal. C'est ça. Oui, peu de possibilités virtuelles. On a beaucoup de possibilités virtuelles en ce moment et on reconstitue comme ça des imaginaires. Merci Redidja, merci beaucoup. Avec plaisir. On est maintenant en ligne avec Miguel Chema, bonjour. Bonjour, salut. Miguel, tu as 20 ans, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Tu es étudiant à Paris, journaliste chez nos amis du Bondi Blog et actuellement tu vis confiné chez tes parents à Paris, donc sans ton amoureux. On peut donner son prénom? Oui, Antoine Didier. Antoine, qui est à l'autre bout de la ville, hein, qui n'est pas très loin, mais à l'autre bout de la ville. Ça fait à peu près voilà. Donc, ça fait à peu près, je crois, 1 an que vous êtes ensemble. C'est assez Plus d'un récent. an, 1 an et quelques mois. Ouais. Et vous êtes très amoureux, ça se voit sur Ouais. Instagram notamment. Comment tu vis cette séparation? C'est super difficile. C'est vraiment super difficile. On se voit pas, on n'est pas tout le temps ensemble. Il y a plein de moments, plein de trucs qu'on partage pas et c'est d'autant plus fou et qu'on sort pas, qu'on fait pas grand chose, qu'on est coincé. Moi avec mes parents et mes frères et sœurs et bon, je les aime bien, mais lui il est tout seul, le pauvre. Et on devient un peu parano, fou. En plus, moi, je suis asthmatique et donc je sors pas du tout de chez moi et un peu un truc de les moindres contacts qu'on a pour l'un et l'autre, c'est super important et on se parle et on s'envoie des mails et on s'envoie des lettres et tout. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on s'aime beaucoup et on est tous les deux super chauds, donc on s'envoie plein d'amour et plein de mots
et tout, mais super compliqué. Mais bon, après, on se distrait comme on peut avec tout le travail qu'on a à côté. Donc, ça nous permet d'oublier qu'on n'est pas avec l'un et l'autre. Mais quand il faut dormir et que tu n'es pas avec la personne que tu aimes, c'est assez triste, quoi. Alors, si j'ai voulu te parler aujourd'hui, c'est parce que notamment, donc, je te suis sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, et chaque jour ou presque, je crois que vous postez, en fait, Antoine poste une lettre qu'il t'envoie, et je t'ai demandé si tu étais d'accord pour nous en lire une, et je crois que tu as choisi une lettre en particulier. Est-ce que tu nous parler et puis nous lire quelques extraits? Bah oui, c'est une lettre de Violette Leduc à Simone de Beauvoir. La pauvre Violette Leduc, en fait, dont l'amour n'a pas été réciproque parce que Simone de Beauvoir, en fait, bah, était avec Sartre et n'était pas trop intéressée. Mais du moins, elle est très belle. Et c'est voilà, moi, c'est ma préférée. En fait, il m'en envoie chaque jour et vers 20h. Et voilà. Et là, je vais vous lire celle qu'il m'a envoyée lundi. Ascension, 26 mai 1949. Chère Simone de Beauvoir, j'ai peur. Vous m'avez dit, je vous écrirai. J'ai peur pour nos mardis. Je me demande s'ils recommenceront. C'est comme si vous étiez parti en Amérique et c'est encore dur. C'est encore une absence dure de vous. Fixez-moi une date très lointaine quand vous partirez, mais fixez-moi une date, car je vous écrirai est terrible. Il me fait trop espérer et trop désespérer. Si vous saviez ce que c'est pour moi la date, même approximative de notre revoir, tous les jours, je la regarde plusieurs fois, par jour sur le calendrier des PTT. Je la regarde en mangeant seul dans la cuisine. J'ai lu votre nom, j'ai lu votre livre dans Combat aujourd'hui. C'est comme si je réécrivais la photographie d'un prisonnier. Votre grande réussite littéraire, je la ressens comme un enfant qui bougerait en moi. Je vous aime tant que pardon, que je voudrais mourir de mon amour et mourir comme on s'endort en le sachant. Viollet le Duc. Je la lis assez mal, je trouve, mais bon, c'est super mignon et c'est beau ce truc de la distance, de j'ai besoin d'une date pour se revoir, et c'est un peu ce qu'on a besoin, quoi, de dire bah, telle date on va se revoir et on tient jusqu'à la date, sauf qu'il y a un peu un flou de bah, quand est-ce qu'on va se revoir en fait, quand est-ce que tout ça va cesser. Et on repasse par les lettres. On repasse aussi par les lettres. Vous repassez par les lettres. Après, nous, on est très mail. Ok. On s'envoie souvent, à chaque fois que l'un et l'autre n'est pas dans Paris ou on ne se voit pas pendant un moment, on s'envoie pas mal de mails. Ce qui est super beau, c'est qu'avec le confinement, en fait, au départ, c'était des lettres de Guibert qu'il envoyait à... Hervé Guibert. Hervé Guibert qu'il envoyait à Eugène, dont j'ai oublié le nom. Et là, c'est Violette Leduc, en fait, depuis 3 jours. Et c'est des anciennes lettres, en fait, qui symbolisent beaucoup de choses et que je trouve très, très mignon. Et voilà. Si j'ai voulu te parler aujourd'hui, c'est parce que aussi sur les réseaux sociaux, tu t'occupes, enfin tu recenses d'une certaine façon sur un compte Instagram qui s'appelle Personnes racisées versus Grindr. Donc Grindr, c'est l'application de rencontres sexuelles, hein, notamment surtout sexuelles pour les gays. Je crois que voilà, on va afficher l'adresse de ce compte Instagram où finalement tu recenses les messages racistes qui quotidiennement sont envoyés à des utilisateurs racisés à des applications de rencontres gays. Alors, est-ce qu'en ce moment, Grindr fonctionne déjà toujours autant dans la période de confinement? Et surtout, est-ce que ces messages racistes ou très exotisants hein, que tu dénonces sur ce compte, que tu épingles en temps normal, continuent en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, ce qui est assez effrayant, c'est que ça continue et même au début, je ne sais pas ce qui se passe encore en ce moment, mais au début, on a annoncé le confinement, bah, ça a un peu explosé. Et donc, tu as pas mal de gens qui demandaient: «Oui, on se rencontre vite fait parce que ça va se terminer», ou qui faisaient une demande de partouze, et cetera, et cetera. Et ouais, c'est assez flippant de ce que ça dit de contact humain et de propagation de la maladie. Et donc ça, c'est assez flippant. Et sur les messages racistes, oui, ça continue. Même ça ne s'arrête pas du tout. Et ce qui est flippant, c'est que moi, je pensais que, bah, en fait, j'allais plus rien recevoir du tout parce que tout le monde est chez soi. Je pensais que tout le monde était aussi fou que moi, donc tout le monde est chez soi, personne ne sort, et donc plus de rencontres Grindr. Mais en fait, non. Et donc, du moins, je sais pas si les gens se rencontrent, mais ils s'envoient toujours des messages. Et là, ça pose pas de problème. Mais ils s'envoient des messages et bah, les blancs continuent d'envoyer des messages racistes envers les personnes racisées oui, pour les personnes asiatiques, ça a commencé dès le début de l'épidémie, pandémie, quand c'était en Chine. On leur envoyait des « ouais, transmets-moi
ton virus ou je veux pas attraper le coronavirus, est-ce que tu as été testé? Et j'imagine que là, ça doit être la folie pour les personnes asiatiques de ce qu'elles doivent recevoir. Comme moi, j'ai reçu un message mais c'est ta faute tout ça. Ok. En fait, c'est comme si c'était la faute des personnes asiatiques qu'on était dans cette situation-là. Ok. Et donc, ouais, ça continue toujours. Bon, merci beaucoup, Miguel, pour ces témoignages. Merci pour cette lettre. Prends bien soin de toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Ce que tu racontes, tu as 20 ans, mais c'est ce que vivent en ce moment des centaines de millions de personnes, on va dire, à travers le monde, hein, de tous les âges. Je vais vous lire rapidement ce témoignage de Béa, une lectrice de Mediapart, qui est arrivée dans notre boîte mail à l'air libre, @mediapart.fr, sur laquelle merci d'envoyer vos témoignages et merci de continuer. C'est très important pour nous. Béa, elle a la soixantaine passée. Elle nous a envoyé ce mail il y a quelques jours à propos de son tout nouvel amoureux. Je résiste pas, je vous cite juste quelques phrases. Demain, ça fera 2 mois qu'on s'est abordé pour la première fois. Les rencontres de plus en plus fréquentes, les rapprochements de plus en plus intenses, une belle histoire à l'évidence. Et là, ce confinement imposé, ça fait 1 semaine qu'on se voit plus, tout est suspendu, les sourires, les regards, la main effleurée, la main dans la main, la tête sur l'épaule, les bras qui encerclent, la peau de l'autre, comme un vertige qui ne s'arrête pas, mais là, qui est stoppé net. Alors elle dit, oui, bien sûr, je prends la mesure du drame qui se joue, je suis inquiète comme tout le monde, j'attends que émerge de cette crise actuelle peut-être un changement de modèle, de développement moins destructeur. Mais elle dit aussi, égoïstement, je me demande ce que va devenir cette très belle histoire, j'ai plus de 60 ans, écrit-elle, ce sera peut-être la dernière belle histoire de ma vie. Voilà, Béatrice, j'ai tenté de la rappeler, elle n'a pas regardé ses mails depuis 2-3 jours, voilà, visiblement, donc on vous embrasse, Béa, si vous nous entendez, et on embrasse tous les amoureux, en l'occurrence les amoureuses séparées comme elle. 5e chanson. Ça s'appelle Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. C'était un beau soir, dans le mois de décembre. Je me regardais dans le miroir, dans ma petite chambre. C'était la première fois que j'avais un rencard au bar de l'Olympia, à 18h moins le quart. J'avais mis ma belle veste, mon petit pantalon, mes plus jolies chaussettes et mon plus chouette caleçon. Tout était parfait pour ce grand moment. Et je me disais tout en me coiffant, ce soir je fais l'amour, ce soir je fais l'amour. J'attends ça depuis tellement longtemps. Ce soir je fais l'amour, ce soir je fais l'amour. Ça va être un beau moment. Donc la chanson s'appelle Ce soir et elle raconte la joie simple d'un rendez-vous amoureux. Cette chanson que j'ai voulu que vous écoutiez aujourd'hui, elle s'appelle elle a une histoire, pardon. Ces 2 garçons que vous voyez à l'image s'appellent Roméo et Antonin. Ils habitent dans le Lot et ils sont actuellement confinés avec leurs parents, qu'on voit aussi à un moment dans cette vidéo. Ils sont chanteurs amateurs et ces derniers jours, ils ont décidé d'enregistrer les chansons qu'ils avaient dans leur répertoire et qu'ils n'avaient jamais enregistrées. Et ils en postent une tous les soirs depuis le confinement sur leur page YouTube qui s'appelle Roméo et Anto. Roméo et Anto. Et j'ai bien aimé le message qu'il nous a envoyé Roméo sur le mail à l'air libre où il m'a signalé cette vidéo. Il nous a dit on a enregistré ces chansons parce qu'on veut garder cet esprit de spontanéité et de joie, partager ces chansons tous les soirs. Comme ça, à défaut de chanter avec les gens, eh bien, on peut quand même être un peu avec eux chaque jour. Voilà, donc c'est tout à fait l'esprit de cette émission, la solidarité. C'est pour ça qu'on a monté cette émission, pour aussi mettre tout le monde en relation et aussi mettre les gens en relation. Il s'agit d'alerter sur certains problèmes et je voulais terminer justement avec vous, Quentin et Naomi. Bonjour. Bonjour. Alors, votre histoire, c'est aussi une histoire de couple, mais plus particulièrement de couples qui attendent un enfant, comme des milliers de Français. À propos Pardon, j'ai oublié d'effacer une phrase. Est-ce que tu veux que je reprenne là? Désolé, j'ai encore planté parce que j'avais une phrase dans mon script qui est... Ok. Naomi. Donc Naomi et Quentin, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, votre histoire, donc, c'est une histoire de couple, mais aussi plus particulièrement, en fait, de couple qui attendent un enfant. Vous êtes tous les deux universitaires. Vous êtes actuellement confinés, je crois, pas très loin de Paris, dans Lyon, c'est ça? Oui, c'est ça, Et ouais. alors, vous nous avez contactés parce que vous deux, vous attendez un garçon, je crois, pour la fin avril. L'accouchement est prévu dans un hôpital parisien, l'hôpital Trousseau, dans le 12e arrondissement. Et alors, vous avez appris récemment que votre accès, Quentin, à la maternité serait très limité à cause de mesures sanitaires prises dans les hôpitaux pendant le confinement. C'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris ça sur le parking à l'occasion d'une visite de suivi à la maternité. Donc, il y a un infirmier qui passait avec son masque et qui nous a dit, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les pères ne peuvent plus accéder aux maternités pendant les accouchements. Donc, on a posé des questions à droite, à gauche, et on s'est aperçu qu'effectivement, dans des dizaines et des dizaines d'hôpitaux, les futurs pères étaient interdits d'assister ou bien à la salle de naissance, tout simplement, et donc à l'ensemble de l'accouchement, ou bien à ce qui se passe avant, donc la salle de travail, ou bien après, hein, l'hospitalisation pendant les 2, parfois 3 journées qui suivent l'accouchement. Et voilà, donc on estime que c'est une mesure un peu absurde d'un point de vue épidémiologique et pour les parents aussi, et que le père doit être présent pendant ce moment inoubliable qui peut être très joyeux, et on compte essayer de contourner cette règle-là. On a lancé une petite pétition et on recueille les témoignages des gens qui sont dans la même situation que nous. Naomi, quel est votre sentiment sur le fait d'accoucher quasiment toute seule? Je crois que quand même, Quentin, dans cet hôpital, vous allez pouvoir assister à l'accouchement, c'est ça, mais pas du tout à l'avant, à l'après, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pour l'instant, à l'hôpital Trousseau, c'est encore possible d'assister à ce qui se passe dans la salle des D'accord. naissances, c'est-à-dire au moment de la naissance et pendant 1 ou 2 heures après, et puis c'est tout. Mais pas avant, et pas non plus après. Mais en même temps, on a eu l'hôpital aujourd'hui au téléphone qui nous ont dit que cette situation-là est quand même très susceptible de changer de jour en jour. Et puisqu'il y a de plus en plus d'interdictions pures et simples à la maternité, c'est pas du tout une situation qui est stable. Oui, je crois que pour dans l'instant. l'est de la France, notamment, il y a des maternités où c'est vraiment arrêté, où les papas ne peuvent pas du tout rentrer, c'est ça? Oui, 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 par exemple à Sens ou à Auxerre, alors qu'on est quand même un peu loin du foyer de l'Alsace, ben, tout simplement, les pères ne peuvent plus être là, ni avant, ni pendant, ni après l'accouchement, quoi. Donc c'est absurde. Donc là, ce qu'on fait, c'est on cherche les endroits où c'est encore possible de se rendre, et on trouve une petite maternité en Normandie, ou une autre en Occitanie, une troisième dans le centre de Toulouse. Bon, en imaginant que peut-être au dernier moment, on va peut-être changer d'hôpital, quoi. Donc, enfin, juste pour insister sur un aspect, c'est que c'est dur pour le père, ça c'est sûr, parce que des enfants, on n'en a pas tous les jours, quoi. Et puis, mais c'est aussi très dur pour la mère. Enfin, Naomi peut peut-être Oui, en Naomi, dire deux qu'est-ce que mots, ça mais vous inspire de au devoir accoucher finalement quasiment toute seul. seule comme ça? Déjà, c'est une expérience qui est très importante de partager avec quelqu'un de connu. Parce que quand on va dans une maternité, on ne sait pas qui, dans le personnel soignant, avec qui on va être. Et donc, du coup, c'est assez rassurant d'avoir quelqu'un avec qui on a pu faire le travail dans un moment qui est à la fois extrêmement fort en émotion, mais aussi en sensations physiques plutôt douloureuses. Bien sûr. Et d'avoir quelqu'un d'autre qui est présent, qu'on connaît, peut être vraiment une source de grand réconfort à ce moment-là. Donc ça, c'est très important. Je voulais aussi insister sur le fait qu'on comprend très bien dans les situations actuelles la situation du personnel soignant et l'importance qu'il y a vraiment à les protéger au plus fort possible. Mais il me semble aussi que cette situation-là nous a mis aussi comme beaucoup d'autres, dans une situation où on se demande pourquoi et comment on est arrivé là. Pourquoi et comment est-ce que ça se fait que les pères ou les conjointes ne peuvent pas assister à ce moment si important dans une vie de couple? Pourquoi aussi pour d'autres personnes qui se retrouvent confrontées à des problèmes de santé
exemple les IVG, par exemple, qui sont en train Mmh. d'être reportés, ou d'autres conditions. Alors, qu'est-ce qui se fait dans la gestion de cette crise, que ces mesures-là sont prises alors qu'il y a beaucoup d'autres manières de gérer ce qui est en train de se passer en France en ce moment, comment on voit ailleurs? Ouais, par exemple, il y a le fait qu'il n'y ait aucun diagnostic, ça fait qu'en fait, il y a des milliers, sur les 14 000 naissances, il y a des milliers de pères par jour, hein, il y a des milliers de pères qui sont pas porteurs du virus et qui seront isolés et confinés, et ça n'a aucun sens. Donc, à la place d'une politique de diagnostic systématique, de dépistage, une vraie politique de santé publique, on se retrouve à confiner tout le monde un peu à l'aveuglette. Comme disait le directeur de l'OMS, c'est-à-dire comment voulez-vous éteindre un feu sans avoir la possibilité de le voir avec un bandeau sur les yeux? C'est pas possible. Et donc, du coup, en bout de chaîne, c'est plein de gens qui payent dans leur vie personnelle très cher des erreurs politiques en haut lieu, quoi. Ben, merci beaucoup. On va poursuivre cette question-là. Et en effet, ça concerne plein de situations de la vie quotidienne qui sont impactées très brutalement par ces mesures de confinement. Et on va poursuivre ce travail sur les maternités dans Mediapart. Vous avez lancé une pétition sur la plateforme change.org. Elle est en train de s'afficher, voilà, on la voit, pour des maternités ouvertes aux 2 parents. On peut vous contacter, j'imagine, en laissant un message, c'est ça, sur la pétition? Oui, vous pouvez laisser des commentaires ou des témoignages et demander à ce qu'on vous rappelle si vous voulez aussi. Voilà, pour faire monter un petit peu la pression et que le message passe. Merci à tous les 4. Merci à Christophe Gueniot qui m'a aidé à préparer cette émission. Et Valentine, je te passe le relais. Usul et Cotentin sont confinés pour notre plus grand plaisir puisqu'ils cherchent ce que ce moment particulier inspire aux internautes. Voici les confinautes. Tu m'entends? Ouais, t'as vu que le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, là, il en appelle à l'armée de l'ombre pour aider les paysans dans les champs. Tu vas y aller du coup, toi, comme t'es maoïste, comme Edoui? On vient pas du maoïsme, on vient du trotskisme. Bah vous foutez quoi alors les trotskistes? Bah on discute, on lit des livres, on s'engueule, on n'est pas d'accord. Pas d'accord avec quoi? Pas d'accord en général, on n'est pas d'accord. Ça a pas beaucoup aidé les paysans, ça. Bah je suis pas d'accord. Hier, dans les confinautes, on vous a parlé de ces stars françaises qui se mobilisent contre le coronavirus. Ouais, on a parlé de Cabrel, de Goldman, mais on aurait pu évoquer aussi Patrick Bruel, Calogero, Stéphane Echer, Jean-Louis Aubert, parce que tout le monde y va de sa petite chansonnette en soutien au personnel soignant. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien. C'est tellement mauvais que ça débrille, hein. Il y a ceux qui écrivent des chansons exprès, et il y a ceux qui changent juste un petit peu les paroles de leur vieux tube, alors qu'entre-temps ils sont devenus chauves. Et qui l'accompagne? Benny B, B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B, oui je suis confiné. Et depuis t'as perdu la foi. Et depuis t'as perdu tes cheveux. Ah par contre Johnny a rien fait, déjà qu'il paye pas ses impôts en France, je lui souhaite pas de tomber malade à celui-là. Bon, ça suffit avec les chanteurs français, on pourrait parler d'autre chose, non? Oui, tiens, on pourrait parler des chanteurs américains. Est-ce que tu te souviens de We Are The World? Ah oui, je me souviens, c'est des millionnaires qui chantent pour sauver les enfants qui meurent de faim en Afrique. Ça avait bien aidé l'Afrique, ça. Ouais, d'ailleurs Lionel Richie veut faire un We Are The World 2. Ah bah, ils ont plein de bonnes idées les stars quand il s'agit de pas donner de l'argent directement. Bah par exemple, la chanteuse Sia, elle a fait un post sur Twitter. Ouais mais attends, je comprends pas, pourquoi Us? Pourquoi elle barre le vir de virus? Pourquoi il y a un fond bleu? C'est pas clair son truc. Ouais, alors que le post que Britney Spears a partagé sur Instagram, lui il est très clair, mais attention, il y a un peu plus de mots. Dans ce post, Britney nous encourage à nous saisir de ce moment de confinement pour créer du commun. Ah mais c'est peut-être ça qu'elle voulait dire, Sia. Ah bah oui, mais c'était pas clair, voilà, c'est pas clair, il y a des messages flous comme ça, c'est comme les chanteurs français là, qui reviennent en changeant 3 mots de leur chanson pour dire oui, merci, on vous aime, machin, tout ça. C'est pas clair. Ouais, mais en plus, Britney Spears, de revenir des années après en étant chauve, elle l'a déjà fait. Donc là, elle va plus loin, elle nous dit de nous retrouver, mais pas seulement, elle nous encourage à nous aimer, à nous nourrir les uns les autres, à redistribuer les richesses et à faire la grève. Ça a quand même une autre gueule. C'est un joli nom, camarade.
Bon, après, c'est à relativiser. Hein. Déjà, c'est pas elle qui a écrit le post, et puis en plus, elle a jamais dit publiquement clairement pour qui elle votait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a soutenu George Bush en 2001 pour la guerre en Irak. Oui, On a vu plus gauchiste quand même. Tu critiques parce que, évidemment, toi, tu réagis comme ça parce que t'as rien fait contre le coronavirus. T'as fait quoi? T'as fait une chanson? T'as fait un post un peu inspiré comme Sia? Non, mais j'ai pas autant d'abonnés que Sia, moi. Et ben, avec cette attitude, c'est sûr, ça risque pas. Hein. Puis je passe sur ton manque total de discographie. Alors sinon, je suis allé voir si Francis Cabrel nous avait fait un petit coucou dans son dernier post. Souvenez-vous, on lui avait lancé un défi dans le dernier épisode. Francis, si tu nous regardes, la prochaine vidéo que tu tournes, au début, commence en disant « Bonjour ». Regardons ensemble s'il a relevé le défi en solidarité avec les soignants. Bonsoir tout le monde. Oh non, putain, pas toi Francis, putain voilà. Je suis dégoûté des stars, voilà, on va arrêter de faire des chroniques people, c'est de la merde, les stars on n'en parle plus. Ouais mais attends, dans Star, si tu retires le ST, il reste ARS, comme les agences régionales de santé. Comme quoi? Comme quoi, rien. Oui, rien. Bon, on se retrouve demain dans les confinotes avec moins de stars. Ouais, puis on va bosser un petit peu plus peut-être aussi. Oui, hein? Pourquoi? Ah oui, si, parce que sinon Didier Guillaume, il va croire qu'on est sans activité, il va nous envoyer dans les champs, et j'ai pas envie. Moi non plus. Bah tiens, moi je propose qu'on envoie les stars dans les champs, ça leur fera les pieds. Merci Usul et Cotentin, merci à vous de nous avoir suivis. Mathieu, je ne te dis pas à demain, je te dis à vendredi, c'est ça? À vendredi. Voilà, Merci. demain c'est... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Demain, c'est Mathilde Goanec qui sera à mes côtés. Je rappelle 2 adresses pour nous écrire, alerlibre@mediapart.fr et covid@mediapart.fr. Prenez donc soin de vous, restez chez vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bonne soirée Mathieu.